Bonjour à tous, ici votre capitaine de route. Aujourd'hui, on va faire un exercice d'imagination. On le sait, le Tour de France 98, et plus particulièrement l'affaire Festina, qui a révélé un dopage généralisé au sein du peloton, a bouleversé le cyclisme mondial. Mais maintenant, imaginez que Willy Vogt, le soignant de l'équipe Festina, s'étant fait arrêter à la frontière avec des centaines de produits dopants, ne se soit finalement jamais fait contrôler. Qu'est-ce que cela impliquerait? C'est ce que nous allons voir de suite dans cette uchronie. Alors, évidemment, petit disclaimer pour dire que cela n'est que mon avis, mon interprétation de ce qu'il se serait passé selon moi. N'hésitez pas à mettre votre version en commentaire, je me ferai un plaisir de le lire. Sur ce, c'est parti. Bon, pour commencer, que se passe-t-il sur ce Tour 98 devenu plutôt banal? Eh bien, tout d'abord, je vois Virenque l'emporter devant Pantani et Ulrich. Le podium du Tour 97, mais dans l'autre sens. Richard Virenque met donc fin à 13 ans de disette pour les Français, qui quelques jours après la Coupe du Monde, se retrouvent avec une nouvelle victoire à célébrer. Alors, pourquoi le choix de mettre Virenque vainqueur? Honnêtement, avant le Tour, il est parmi les favoris, avec une équipe incroyable, comme Alex Zoleux, Christophe Moreau, Laurent Dufaux, Laurent Brochard, Pascal Hervé, etc. C'est une vraie Dream Team. La moitié peuvent clairement jouer le top 10 d'un tour, et pourtant, ils sont tous au service de Richard. Autant vous dire que ça fait peur. Il remporte le tour avec moins d'une minute d'avance sur Pantani, avec notamment un duel exceptionnel en direction des deux Alpes, avec la victoire de l'Italien, et surtout la défaillance de Jan Ullrich, pourtant maillot jaune. Le Français est alors à 30 secondes de l'Italien, à cause des chronos, mais un fantastique travail de l'équipe Festina propulse Richard à la victoire en direction d'Albertville. Ce n'est pas la première victoire française, puisque Laurent Jalabert, qui a quitté la course dans la réalité, s'offre deux victoires, une lors de la 12e étape et l'arrivée à Cap d'Agde, et l'autre le lendemain à Carpentras. Le champion de France terminera également 8e du général, preuve d'une forme éblouissante. Pour en revenir au général, malgré un dernier chrono de 53 km, Virenque, transcendé par le maillot jaune, ne perd presque pas de temps sur Pantani et concède seulement 3 minutes à Jan Ullrich, ce qui sera trop court pour rattraper son retard. Sur la Volta, pas de gros changements. Si ce n'est que Richard Virenque, 11e, car oui, en réalité, il y a vraiment participé, se retrouve plus loin, mais remporte la 16e étape, finissant à Laguna Negra de Neila. Laurent Jalabert, 5e en réalité, se retrouverait lui 9e, fatigué du tour. On rentre dans le vif du sujet, avec le Giro 1999. Pas de gros changements dans le déroulement de la course, mais ce coup-ci, malgré les suspicions, Marco Pantani n'est pas exclu du Giro. Il le remporte et recevra un simple avertissement de l'UCI pour son taux d'hématocrite trop élevé. Ça change beaucoup de choses pour lui, car ça implique qu'il ne tombe pas dans la dépression dans laquelle il est entré à cette période et donc continue de performer. Sur le Tour 1999, Armstrong et l'équipe US Postal est irrésistible, même pour Virenque et la Festina. Mais l'annonce d'un contrôle positif à Sestriere de l'Américain est une occasion parfaite de le décrédibiliser, et Virenque s'en donne à cœur joie. Il milite fermement auprès des médias français pour le sanctionner, et avec la pression, c'est chose faite. L'Américain est renvoyé du tour lors de la 17e étape, le maillot jaune sur les épaules. C'est Zoleux qui le récupère, suivi de près par Virenque, son coéquipier. Mais il reste seulement un chrono à effectuer, c'est donc logiquement le Suisse qui s'impose, devant Virenque donc et Escartine. Laurent Dufaux, autre coéquipier de Virenque, finit lui 4e, preuve de l'écrasante domination de l'équipe Festina. Mais l'exclusion d'Armstrong commence à réveiller les consciences. Certains se disent que quelque chose ne tourne pas rond dans le monde du vélo. Jan Ullrich s'impose sur la Volta, comme dans la réalité, devant un Marco Pantani qui aura assuré le spectacle dans les étapes de montagne. À part ça, pas de gros changements. En 1999, une interview d'Armstrong lâche une bombe sur le peloton. Il est vexé d'avoir été privé de son rêve de remporter le Tour, surtout qu'il est suspendu 2 ans. Pour se venger, il révèle que le dopage est généralisé dans le cyclisme. Les accusations remontent aux oreilles d'Aesso et de Marie-Georges Buffet, ministre des Sports en France de l'époque, qui promet de tout faire pour traquer les tricheurs. Virenque et Jalabert se dressent en porte-étendard du cyclisme propre, mais pas pour très longtemps. Christophe Basson, coureur de l'équipe Festina,
révèle à son tour la triche qui a lieu dans son équipe et l'hypocrisie dont fait preuve son leader. Il est licencié sur le champ pour diffamation envers son équipe. Mais la gêne est installée, surtout que Festina n'est pas la seule équipe à subir ce genre de témoignage. C'est dans une ambiance morose que commence la saison 2000, et la nouvelle victoire de Pantani dans le Giro n'arrange pas les choses. Agacé par ses suspicions, le pirate annonce qu'il fera une année sabbatique l'an prochain, afin de se donner de l'air. Il a en réalité surtout été prévenu du renforcement des contrôles à venir pour la saison 2001, ce qui n'est pas à son goût. Le Tour de France 2000 va être, je vous préviens, un véritable bordel. Déjà, dès la deuxième étape, une perquisition a lieu à l'hôtel de l'équipe Kelme, où on retrouve des centaines de produits dopants. Une bombe vient littéralement d'être lâchée. La panique saisit le peloton. L'équipe espagnole, elle, est évidemment renvoyée du Tour. Le contre-la-montre par équipe de la quatrième étape est remporté par la Once de Laurent Jalabert, qui gagne à l'occasion le maillot jaune. Mais coup de théâtre, le soir même, l'équipe décide d'abandonner, considérant être traités comme des chiens. Depuis 2 jours, la police suit en effet les moindres faits et gestes des coureurs, ce qu'ils considèrent comme oppressant. Le maillot jaune est vacant, il revient à Jan Ullrich qui, par respect, décide de ne pas le porter le lendemain. Au matin de l'étape 6, 3 équipes sont perquisitionnées. La nouvelle équipe d'Alex Zoule, la Banesto, la Mapei et la Festina de Virenque. Le constat est cinglant. On retrouve des produits chez les 3 équipes. Ces dernières sont évidemment exclues du tour. Virenque, outré, demande à parler à la ministre avant de finalement finir en garde à vue. Le coup est sévère pour le cyclisme. Le lendemain, les coureurs, à la surprise générale, manifestent, se sentant harcelés par la police. Les médias en profitent pour les ridiculiser et les mettre face à leurs contradictions. 5 équipes se retirent. Rabobank, AG2R, Farmfrit, Saeco et Lotto Adecco. Il ne reste alors que 10 équipes en lice au sort de la 7ème étape. Un désastre. Lors de la 9ème étape, une perquisition est menée chez Telecom, mais ils ne trouvent rien. Cela inspirera Lance Armstrong, qui, devenu commentateur pour la TV américaine, dira « Apparemment, les meilleurs dopés savent cacher leurs produits ». À Hautacam, le duel annoncé a lieu, dans des conditions étranges. Marco Pantani remporte en effet l'étape, reprenant du temps à l'Allemand, qui a cependant beaucoup d'avance avec les chronos. Il passe également à l'attaque dans le Ventoux, revenant tout près au général. Mais l'Italien est excédé de devoir répondre sans cesse à des questions sur le dopage, et craque en direct. En pleurs, dans une séquence devenue culte, il annonce qu'il se retire du Tour de France et qu'il commence son année sabbatique dès maintenant. Il vient en fait d'apprendre qu'il a été contrôlé positif pour l'étape d'Hautacam et cherche donc à fuir la France le plus rapidement possible. C'est donc Alexandre Vinokourov, coéquipier d'Ullrich, qui devient second au général, mais il est pointé à 20 minutes. C'en est trop pour Jean-Marie Leblanc, qui décide au soir de cette 12e étape de stopper la course, une première. Jan Ullrich est déclaré vainqueur, mais le cyclisme est dans une telle crise que l'essentiel est ailleurs. Enquête sur enquête, témoignage après témoignage, l'évidence est là. La quasi-intégralité des coureurs se sont dopés. Rares sont les coureurs à n'avoir aucune charge contre eux. Mais alors, que faire pour le futur du cyclisme ? Eh bien, c'est la question que je vous pose. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. En conclusion de cet exercice périlleux qu'est une uchronie, on peut conclure plusieurs choses. Déjà, à court terme, le cyclisme français s'en serait mieux sorti. À long terme, en revanche, le problème s'est tellement intensifié qu'au moment d'éclater, donc 2 ans plus tard dans cette uchronie, ça a des effets encore plus dévastateurs que l'affaire Festina. Le seul vrai point positif finalement, c'est un Armstrong arrêté à temps qui devient presque l'instigateur de cette révolution du cyclisme, même si c'est plus porté par son orgueil que par une réelle volonté de changer les choses. Pour moi, l'affaire Festina, bien que terrible à son époque, a permis au problème de s'intensifier davantage et de causer bien plus de dégâts s'il avait été encore temporisé. Maintenant, peut-être qu'une explosion, comme je la décris dans cette vidéo, aurait été plus efficace à long terme, mais ça, c'est à vous de me le dire. En attendant, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner pour voir mes prochaines vidéos. Moi je vous dis à la prochaine, ciao.